Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet de recherche qu'on a mis en place avec la MRC. La MRC nous avait fait une espèce de lancement de projet, de lancement d'idées. Puis nous, on a répondu présent à ça, puis on a monté ça tranquillement, pas vite. Rassurez-vous, c'est pas moi qui présente, donc vous vous endormirez pas après ce bon repas du midi. Je vais laisser le soin à Pierre-Luc de présenter son projet de doctorat parce qu'il fait son doctorat sur le sujet. Je vais quand même prendre le temps de présenter Pierre-Luc parce que Pierre-Luc, c'est pas un étudiant au doctorat normal. Pierre-Luc, c'est un professionnel avec un grand bagage au niveau de la recherche puis au niveau de la recherche sur le terrain. Il a gradué, c'est un géographe au début des années 2000. Donc, en fait, on a quasiment la même âge. J'encadre, mais des fois, je me demande c'est qui encadre qui dans cette histoire-là. Ensuite de ça, il a fait un programme au niveau en environnement, une maîtrise en éco-conseil, une maîtrise en ressources renouvelables. Puis là, il est à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis début des années 2010, donc 2005, Pierre-Luc, que tu enseignes 2006, donc ça fait quasiment une quinzaine d'années que Pierre-Luc enseigne différents cours en développement durable à l'université. Je ne sais pas si les gens connaissent M. Claude Villeneuve de la chaire en éco-conseil. Bon, il n'est pas là. Regardez, ça va rester entre nous, mais c'est Pierre-Luc qui travaille en arrière de Claude. Donc, Claude, il paraît bien en public puis tout ça, mais Pierre-Luc, il est vraiment efficace. Donc, il est là depuis le début avec Claude. Puis là, Pierre-Luc essaye comme tout le monde, d'améliorer son sort. Puis il a choisi l'agriculture pour faire son projet de doctorat. Donc, c'est tout à son honneur. Puis je pense que la MRC va beaucoup profiter aussi de ses résultats puis de son expertise. Donc, je lui laisse le lutrin. Donc, sans plus tarder, Pierre-Luc Dessureau. D'après moi, il voulait juste me mettre la pression. Merci pour m'accueillir pour cette présentation. Dans le fond, je vais vous présenter un projet qu'on a fait avec un projet de recherche CLI. Oups, excusez-moi, je suis pas un habitué des micros. Hein. Je donne des cours, mais généralement, j'ai pas de micro. Je vais vous présenter un projet de recherche CLI qu'on a fait que j'ai fait avec Maxime Paré, qui portait sur deux choses. Un, développer une proposition de recherche pour la MRC pour la question de la durabilité des systèmes agricoles et pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et aussi de faire un premier pas dans ce projet-là en faisant l'empreinte carbone des bleuets sauvages de la bleuetière de recherche, d'enseignement et de recherche. Au niveau, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter, dans le fond, mon contenu de la présentation, ça va être la proposition de recherche. Je vais passer ça assez rapidement quand même. Pour sauver du temps, j'avais quand même une grosse présentation. Je vais essayer de pas trop rendre ça long. Petit contexte de la présentation, objectif, c'est quoi l'approche méthodologique qu'on va utiliser. Et je vais surtout aller vers la partie plus résultats qu'on a eu avec notre projet de recherche au niveau de l'empreinte carbone de la bleuetière du bleuet pour la bleuetière de recherche et d'enseignement de Normandie. Donc, au niveau du contexte du projet de recherche qu'on a proposé, les pratiques agricoles, ils peuvent contribuer au maintien, à la dégradation ou à l'amélioration des services écosystémiques d'un territoire. Donc, il y a 4 grandes catégories de services écosystémiques sur un territoire. Donc, les services d'approvisionnement, les services de soutien, les services qui sont associés aux habitats, donc la diversité génétique au niveau des habitats. Il y a aussi... On va reprendre ma présentation. C'est bon? Parfait. Et donc, il y a aussi les services culturels qu'on a entendus un petit peu plus tôt dans la journée. Donc, le loisir, tourisme, sentiment d'appartenance. Donc, les systèmes de production agricole sont donc ont des liens directs et indirects avec l'environnement et les communautés d'accueil car ils modifient le milieu pour le bien, des fois pour le mal. Au niveau du contexte, on sait que le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a sorti en 2020 un plan d'agriculture durable qui visait 5 grandes cibles
Donc, une, de réduire l'utilisation des pesticides, améliorer la santé, la conservation des sols, améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l'eau et améliorer la biodiversité. De son côté, la MRC Maria-Chapdelaine a fait aussi, à peu près dans les mêmes années, un plan de développement des activités agricoles qui visait à inciter les agriculteurs de son territoire à adopter des pratiques agricoles plus durables, donc des pratiques agricoles durables. Donc, il y avait plusieurs axes de recherche à ce plan de développement-là, mais j'en ai conservé que deux qui vont toucher directement la proposition de recherche. Donc, il y a l'axe 3 qui est un rôle de soutien, donc agir dans un rôle d'acquisition et de partage d'informations et de soutien d'encadrement des entreprises agricoles et alimentaires du développement de l'industrie, pour développer l'industrie. Donc, l'orientation 6 vise à appuyer les pratiques agro-environnementales. Donc, c'est vraiment vers cet axe-là qu'on va se diriger au niveau du projet qu'on a proposé à la MRC. Et le quatrième axe qui visait à vulgariser des méthodes et des technologies innovantes pour améliorer les pratiques agroalimentaires. Donc, mais qu'est-ce que l'agriculture durable? Donc, selon la FAO, l'agriculture durable, donc une définition qui a été sortie en 2009, c'est que l'agriculture, c'est une agriculture qui vise donc à être en mesure de maintenir des écosystèmes sains et une gestion durable des terres, de l'eau et des ressources naturelles, tout en s'assurant une bonne sécurité alimentaire. En 2015, il est sorti les objectifs des Nations Unies et il y a une cible qui visait effectivement la question de l'agriculture durable. Et donc, il disait à peu près les mêmes choses. Donc, la problématique par rapport à qu'est-ce qu'on veut proposer comme projet de recherche, c'est que l'agriculture durable, c'est pas quelque chose qui est stable. C'est pas un état stable, c'est un concept qui est plutôt dynamique, donc qui évolue dans le temps et qui est multidimensionnel, donc qui vise le compromis, vers lesquels on essaie de tendre à fonction des enjeux du milieu et des acteurs aussi du territoire. Donc, les problèmes qui sont associés à la production agricole sont multidimensionnels et contextuels, avec des critères de choix qui sont parfois en synergie, mais parfois aussi sont des antagonistes. Donc, si on a un indicateur qu'on veut regarder, on fait une action, cette action-là peut améliorer un autre indicateur que l'indicateur qu'on va améliorer, mais peut aussi rendre plus négatif un indicateur qu'on n'avait pas vu venir en faisant cette action-là. Donc, pour évaluer le développement durable, il faut donc avoir une vision multi-enjeux, multi-étapes et participatif. Quand je dis multi-enjeux, donc avoir des critères et des indicateurs qui vont aller dans toutes les directions du développement durable. Multi-étape, c'est d'avoir une pensée cycle de vie, donc avoir une perspective de cycle de vie. Et participatif, c'est d'intégrer les acteurs du milieu dans les processus. Donc, notre proposition de recherche, donc l'objectif sera de développer une méthodologie permettant d'évaluer et de classifier les pratiques agricoles actuelles et possibles sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine afin d'améliorer les services écosystémiques du territoire ainsi que de répondre aux objectifs agroalimentaires du Québec et aux préoccupations du milieu. Donc, les cultures qui vont être visées, c'est les cultures qui sont dominantes au niveau végétal. On ne va pas toucher à la question aux productions animales. Donc, au niveau des productions végétales, qui sera le bleuet sauvage, les céréales, les plantes fourragères, les pommes de terre. Donc, le projet va répondre à un manque de connaissances en matière d'identification et d'évaluation des impacts positifs et négatifs des pratiques agricoles sur les enjeux du territoire. Donc, et tout ça dans une perspective de cycle de vie, donc dans une perspective de produit. Excusez-moi. Donc, les méthodologies qu'on va proposer sont trois méthodologies qui sont une après l'autre. Donc, l'analyse des points chauds, l'analyse du cycle de vie, l'évaluation multicritère. Donc, la première étape, ça va être de faire une analyse des points chauds des différentes pratiques. Donc, il y a quatre types de production qu'on va regarder. Donc, pour chacun de ces types de production-là, on va passer à travers de ces trois étapes-là. L'analyse des points chauds, dans le fond, c'est plus une méthodologie plus descriptive dans une perspective de cycle de vie. On vise à identifier et documenter les pratiques agricoles sur le territoire et les enjeux de la MAPAC et les parties prenantes et des associés aux services écosystémiques dans une perspective de cycle de vie. Grossièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter de l'information
pour évaluer et comparer les pratiques agricoles. Donc, on va aller chercher des données primaires qui vont nous permettre et secondaires qui vont nous permettre de faire de l'analyse de cycle de vie. Par la suite, on va faire aussi une cartographie des pratiques agricoles en fonction des enjeux et des acteurs. Donc, on va aller décrire chacune des pratiques agricoles pour créer des fiches ou créer de l'information qui va nous permettre de sensibiliser et d'informer les acteurs du milieu, que ce soit les agriculteurs, les gestionnaires ou tout simplement la communauté locale. Et aussi d'identifier les freins, les leviers en matière pour la mise en place de ces pratiques agricoles-là. La deuxième méthodologie, excusez-moi. La deuxième méthodologie, ça va être de faire une analyse du cycle de vie selon la norme ISO 14040. La norme ISO 14040, c'est de l'analyse de cycle de vie. Donc, ça vise à évaluer les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc, on est en mode produit, on va regarder la production de blé, la production de céréales, la production de pommes de terre. Et l'analyse de cycle de vie, c'est du berceau au tombeau, donc de l'extraction des matières premières à aller jusqu'à la fin de vie du produit. De notre côté, on va se restreindre au niveau de l'étude, au niveau de la production, donc les intrants qui vont rentrer, les intrants de matière et d'énergie, jusqu'à la production, donc tous les processus à l'intérieur de la production des aliments, donc des bleuets ou autres. Donc, quand on va évaluer les impacts, on va le regarder dans différents types d'indicateurs, donc les indicateurs environnementaux. Donc, on peut y aller au niveau de la catégorie d'impact ou la catégorie de dommages. On va regarder l'impact sur les changements climatiques, le réchauffement climatique, l'impact sur l'acidification, l'impact sur l'écotoxicologie, l'impact sur l'effet respiratoire. Donc, avec les différents intrants qui vont rentrer dans nos modèles, on va pouvoir évaluer ces éléments, ces indicateurs-là. On peut aussi présenter les résultats sous forme de catégories de dommages. Donc, évaluer l'impact sur la santé humaine en général, l'impact sur la qualité des écosystèmes, l'impact sur les changements climatiques ou sur la perte de ressources. Donc, la finalité de l'analyse de cycle de vie va être d'établir des comparaisons entre une comparaison des impacts environnementaux entre les différentes pratiques. Donc, on va avoir des pratiques différentes, comme par exemple avec le bleuet. On a comparé les pratiques au niveau, pour avoir du bleuet biologique à des bleuets traditionnels, et on veut évaluer si les indicateurs vont être plus favorables à une pratique ou à l'autre. Par la suite, ça va nous permettre aussi d'évaluer le scénario de référence par culture sur la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, se créer un baseline pour pouvoir, après ça, si on veut améliorer les systèmes, savoir, si on met en place une pratique, est-ce qu'on va améliorer les impacts environnementaux sur les territoires? Ça va servir aussi à mettre en place les fondements d'une base de données. Présentement, il existe des bases de données en agriculture au niveau du Canada anglais. Il en existe aussi au niveau de l'Europe, mais il n'existe pas vraiment au niveau du Québec. On pourrait commencer à développer une base de données pour faire de l'analyse du cycle de vie. Excusez-moi. Donc, au niveau de l'analyse, au niveau de cette base de données-là, ça nous permettrait de faire aussi des déclarations environnementales de produits. Si on veut mettre un éco-étiquetage sur notre produit, on serait capable de dire, mon pot de confiture vaut X kilogrammes de CO2 équivalent. Et donc, on va pouvoir les comparer par rapport aux différents produits. Ça va nous permettre aussi de générer des données pour faire l'évaluation multicritère, qui est le cœur du projet. Excusez-moi. Donc, au niveau de l'évaluation multicritère, donc on veut créer un cadre d'évaluation de la durabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on vise à comparer les pratiques, mais avec des critères basés sur les principes du développement durable. Donc, on n'est pas juste au niveau des enjeux environnementaux, on veut regarder aussi les enjeux économiques et les enjeux sociaux pour s'assurer que si on met en place une pratique, que cette pratique-là soit la plus favorable dans un contexte de développement durable. Pour pouvoir faire ce cadre d'évaluation multicritère-là, on va devoir passer par cette étape, excusez-moi. Donc, identifier les acteurs. Donc, identifier les acteurs qui vont nous permettre de créer ce cadre de la durabilité-là. Donc, pour identifier les objectifs, identifier les critères, identifier les indicateurs et les méthodes d'évaluation pour chacun des indicateurs. On va devoir formuler la problématique, donc les objectifs et la portée de l'analyse. Est-ce qu'on reste une portée plus exploitation ou une portée plus régionale?
identifier le cadre conceptuel, donc définir les critères qui vont nous donner la vision du développement durable, définir les indicateurs qui vont qui vont être associés à chacun des critères au niveau du développement durable, et définir aussi les matrices d'évaluation. Donc, quand on parle de critères, donc ils doivent expliciter la vision du développement durable. Donc ça va être fait avec les acteurs du milieu. On va faire sélectionner chacun de ces critères-là et ces indicateurs et ces matrices d'évaluation. Donc, la finalité de ce cadre d'évaluation de la durabilité, ça va être d'évaluer et de classifier les pratiques agricoles en fonction des critères de développement durable qu'on va savoir préétablis. Ça pour chacune des filières. Donc, on ne peut pas comparer une filière avec l'autre. Donc, on ne comparera pas le bleuet avec les céréales, mais on va comparer les pratiques du bleuet avec les pratiques du bleuet. Et donc, après ça, ça va être d'outiller la MRC pour suivre l'évolution dans le temps des pratiques agricoles en fonction des critères de développement durable qui ont été prédéfinis. Donc, ça ici, c'était pour la première partie, qui était la première partie de la proposition de recherche qu'on a fait pour la MRC. Et donc, dans la deuxième partie, on a déjà commencé un petit peu le travail au niveau du bleuet. On regardait l'empreinte carbone du bleuet et je vais vous présenter les résultats préliminaires à quoi ça peut correspondre. Donc ici, notre objectif était de comparer les pratiques qui étaient traditionnelles avec les pratiques biologiques. On avait 3 unités fonctionnelles, 3 bases de comparaison. La première qui était 1 kg de bleuet produit, la deuxième qui était 1 hectare de production. Excusez-moi, je suis en train de digérer en même temps. Et la troisième, qui était 100 $ de bleuet vendu. Notre zone d'étude, c'était la bleuetière de recherche et d'enseignement de Normandin. Donc, c'est une bleuetière qui commence à être en production. Et donc, on évaluait les impacts par rapport du berceau à la barrière, donc tous les intrants qui vont rentrer dans le système, donc l'engrais, les pesticides, jusqu'à la sortie du bleuet, donc on arrête au transport vers l'usine de congélation. Ici, on a un petit tableau qui résume un peu les grandes étapes. On a les phases, il y a 2 phases dans la production du bleuet. Il y a une phase végétative et une phase de production. Et dans la phase végétative, on va mettre de l'engrais, on va mettre des pesticides, on va faire du fauchage. Dans la phase de production, on va faire de la pollinisation en mettant des ruches, des quads. On va faire aussi l'étape de récolte. Ici, j'ai mis la partie champ, c'est plus dans la partie végétative. Là. Donc, c'est les émissions qui sont attribuées au champ au niveau des émissions de décomposition des engrais azotés. Et donc, quand on regarde rapidement nos premiers résultats, ici, je présente les 3 types d'unités fonctionnelles, donc les 3 bases de comparaison. Donc, grossièrement, si on regarde à un rendement identique, donc si le bleuet sauvage, le bleuet traditionnel et le bleuet biologique ont un même rendement, c'est sûr que le bleuet biologique est un peu meilleur que le bleuet traditionnel quand on regarde la question des changements climatiques. Donc, on parle d'à peu près un 4 % de différence quand on est en mode 1 hectare de production ou 1 kg de production. Si on est en dollars vendus, donc 100 $ de bleuet vendu, c'est sûr qu'on va avoir une plus. Le bleuet biologique va être encore meilleur parce qu'il y a une valeur marchande beaucoup plus élevée. Mais il faut faire attention avec cet indicateur-là parce qu'il ne rentre pas en considération les opérations. Si ça me coûte plus cher de produire du bleuet biologique comparativement du bleuet traditionnel, donc ça, on ne prend pas en considération les coûts d'opération dans l'indicateur. Si on regarde un rendement identique encore là, mais on regarde ça dans une évolution dans le temps du rendement de bleuet, parce que la bleuetière de recherche est dans ses débuts, donc on estimait des rendements dans les premières années à 777 kg. Et à la dernière année que j'ai mis, c'est la moyenne au Québec, là, qui est indiquée par les rapports du MAPAC. Et donc, on peut voir qu'il y a une évolution dans l'empreinte carbone. Donc, on passe d'une empreinte carbone d'environ 0,65 kg de CO2 équivalent à une empreinte carbone qui fait plus autour de 1,19 kg de CO2 équivalent. Donc, plus on va produire de bleuet, plus que l'empreinte carbone va descendre par unité, par kilogramme de bleuet. C'est sûr que par hectare, ça va être un peu différent. Donc, on va toujours mettre la même quantité d'engrais, on va toujours utiliser la même quantité de
de diesel, mais si on le ramène par kilogramme de production, qui est généralement l'unité fonctionnelle utilisée pour les déclarations environnementales de produits, on va avoir une diminution au niveau de l'empreinte carbone. Si on regarde, s'il y a une différence de rendement entre les deux types de production, je n'ai pas trouvé de données officielles pour faire le projet au niveau de la différence de rendement entre la production biologique et la production traditionnelle. Mais avec les recherches que les étudiants à Maxime fait, on avait quand même quelques données et on avait une différence d'environ 17% au niveau de la production biologique et conventionnelle, donc en faveur du traditionnel. Donc, le traditionnel était capable de produire 17% plus de bleuets. Et donc, quand on ramène ça dans les analyses, on s'aperçoit que le bleuet traditionnel est un petit peu meilleur au niveau des gaz à effet de serre que le bleuet biologique. Si on a une différence de 10%, donc on a 5% meilleur que le biologique. Et si on a une différence de 20% de rendement, on est autour de 15% meilleur que le biologique. Donc, on s'aperçoit qu'on reste toujours dans les mêmes ordres de grandeur entre le biologique et le traditionnel. Et au niveau des incertitudes qu'on a dans nos systèmes, ça fait qu'on ne peut pas dire lequel qui est le meilleur, qui est le pire dans les questions des gaz à effet de serre. Si on regarde les profils des émissions pour chacune des étapes, on s'aperçoit que la majorité des émissions sont émises au champ. Donc, c'est les émissions d'N2O qui sont au champ, qui sont liées à la décomposition des engrais azotés. Ici, c'est des modèles génériques qu'on a utilisés pour simuler les émissions d'N2O par l'utilisation d'engrais azotés. Mais encore là, Maxime a des projets de recherche avec un étudiant qui évalue sur le terrain les émissions d'N2O. Et on s'aperçoit qu'on est très loin des émissions qui sont proposées par les modèles. Donc, les émissions d'N2O sur le terrain sont très, très faibles au niveau des émissions directes, quasiment équivalent aux émissions naturelles du sol. Donc, ici, probablement que dans nos modèles, les émissions de gaz à effet de serre émises par les N2O sont surévaluées par rapport à la réalité. Toutefois, dans les études qu'on avait sur le terrain, on n'avait pas les émissions indirectes de N2O. Donc, ça va être à regarder un peu plus tard dans les projets de recherche. Sinon, pour les autres points chauds, au niveau de la production agricole, donc on avait le fauchage, donc qui était 22% des émissions de gaz à effet de serre, qui est lié essentiellement à l'utilisation de diesel dans la machinerie, et l'engrais en tant que tel, qui est le cycle de vie de l'engrais, donc la production d'engrais, qui était entre 19%. Et pour le biologique, la production d'engrais, c'était du fumier de volaille qui était séché. Donc, toutes les opérations pour sécher le fumier de volaille, donc c'est à peu près 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et le transport, donc on ne produit pas de fumier de volaille ici dans la région, donc on va l'importer d'ailleurs d'une autre région. Donc, juste les émissions liées au transport de ce fumier-là, on parle de 29% des émissions pour le biologique. Donc, si on les produisait plus localement, puis on l'utilisait plus localement, donc on aurait probablement moins d'émissions au niveau du biologique. Donc, ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en conclusion, dans cette petite recherche préliminaire-là, pour comparer le traditionnel au biologique, c'est qu'il y a une différence, si on est à rendement identique, le biologique est un peu meilleur. Mais si on a un rendement différent entre le biologique et le traditionnel, le biologique traditionnel, le bleuet traditionnel est un peu meilleur que le bleuet biologique. Toutefois, dans toutes les incertitudes qu'on a au niveau des calculs, surtout au niveau des émissions d'N2O, on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement de différence en termes de gaz à effet de serre. Là, ici, je ne parle pas d'autres indicateurs au niveau de l'analyse de cycle de vie ou de développement durable, mais vraiment en termes de gaz à effet de serre. Les deux types de bleuets sont à peu près équivalents au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, au niveau de l'empreinte carbone du bleuet sauvage, ça devrait se situer entre 0,15 et 0,6 kg de CO2 équivalent par kilogramme de bleuet produit. Et ça va dépendre en fonction des rendements. Donc, plus qu'on augmente le rendement, plus que l'empreinte carbone va diminuer. Donc, ça, c'était les conclusions qu'on avait pour la recherche préliminaire. Pour ce projet-là, j'aimerais remercier l'université qui m'ont donné un petit financement lié à la recherche et la Bleuetière d'avoir partagé de l'information et la MRC aussi d'avoir participé à nos discussions. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis disponible.
Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.